À Windsor, certains silences pèsent plus lourd que des couronnes. Depuis la mort d'Élisabeth II, les couloirs semblaient garder son souffle, ses gestes, ses secrets. Un soir, lors d'un inventaire oublié, un nom manque, puis un autre. Derrière une simple ligne effacée, Adrien Val découvre que des bijoux liés à la reine ont quitté l'ombre des archives. Ce n'est plus une affaire d'or ou de pierre. C'est une blessure ouverte, dans la mémoire de la couronne. À Windsor, l'hiver semblait arriver avant la nuit. Dans la tour où reposaient les archives privées de la couronne, le vent glissait contre la pierre, puis disparaissait dans les couloirs, comme s'il savait que chaque bruit devait rester discret. Adrien Val avançait seul entre les rayonnages. Il n'était ni historien, ni courtisan. Il était officier chargé de la sécurité du patrimoine, formé à ne jamais confondre obéissance et aveuglement. Depuis les funérailles d'Élisabeth II, une idée ne l'avait plus quitté. Certains objets portaient encore une présence. Ce soir-là, l'inventaire n'aurait dû être qu'une formalité. On préparait une commémoration et plusieurs pièces, liées au règne de la souveraine, devaient être vérifiées, puis replacées dans leurs écrins. Adrien ouvrit le vieux registre, relié de cuir brun. Les pages sentaient la poussière, l'encre sèche et les choses gardées dans l'ombre. Au début, rien ne parut étrange. Les numéros correspondaient aux boîtes, les boîtes aux armoires, les armoires aux scellés. Puis son doigt s'arrêta sur une ligne grattée avec soin, pas effacée, corrigée. Quelqu'un avait remplacé une mention ancienne par une note presque invisible. Transfert de conservation privée. Adrien resta immobile. Dans ce métier, les mots comptaient plus que les serrures. Une serrure forcée criait sa violence. Une formule administrative pouvait voler sans bruit. Il relut la ligne, puis demanda l'ouverture du compartiment K17. Le mécanisme répondit lentement. À l'intérieur, l'écrin de velours était là, parfaitement aligné, mais il ne contenait plus rien. Le pendentif de saphir avait disparu. Il n'était pas le plus célèbre des joyaux. Il n'appartenait pas aux vitrines que les touristes photographiaient. Mais Adrien se souvenait d'une image. Élisabeth II, vieillie, droite malgré la fatigue, portant cette goutte bleue lors d'un hommage au prince Philippe. Ce bijou n'avait pas besoin d'être immense. Il avait traversé assez de chagrin pour peser comme une couronne. Adrien vérifia les pages suivantes. Une broche de cérémonie manquait de la même manière, puis un collier de perles associé à la reine-mère. Chaque disparition portait la même trace. Une autorisation sans signature claire, une destination privée, un langage poli pour déguiser l'inacceptable. Il referma le registre. Dans la pièce, les lampes basses éclairèrent les portraits comme des témoins fatigués. Aucun système d'alarme ne s'était déclenché. Et pourtant, quelque chose venait de se briser. Adrien comprit alors que la couronne ne risquait pas seulement de perdre des pierres précieuses. Elle risquait de perdre le droit de dire d'où elles venaient, à qui elles appartenaient, et pourquoi elles ne devaient jamais devenir de simples objets. Adrien ne quitta pas aussitôt la chambre des archives. Devant l'écrin vide, il sentit revenir une scène qu'il croyait rangée avec ses années de service. Le jour où le cercueil d'Élisabeth II avait traversé Londres, sous les regards d'un pays qui retenait son souffle. Il avait compris alors que certains règnes ne finissent pas vraiment. Ils se retirent des balcons, des discours et des calendriers, mais restent dans les gestes, dans les silences, dans la manière dont un serviteur baisse la voix devant une porte fermée. Élisabeth avait porté des couronnes, pourtant ce n'était pas elle qui expliquait sa force. C'était cette discipline de ne jamais s'appartenir entièrement. Même ses bijoux répondaient à cette règle. Ils n'étaient pas faits seulement pour briller. Ils accompagnaient un message, un deuil, une promesse. Le pendentif de saphir, Adrien l'avait vu une seule fois de près. Il reposait dans une boîte ouverte, sous la lumière douce d'une lampe de conservation. La pierre avait la couleur d'un ciel après l'orage. Autour, les diamants formaient une larme figée. Une archiviste âgée avait murmuré que la reine
l'avait porté après la disparition de Philippe, comme si le bleu gardait ce que les mots ne pouvaient plus dire. Philippe n'était plus là, mais son absence semblait encore accompagner Élisabeth. On disait qu'il avait été son appui, son rire secret, son refuge derrière les cérémonies. Adrien ne l'avait connu qu'à travers les portraits. Pourtant, il ressentait, devant ces objets, la trace d'une intimité que le protocole n'avait pas effacée. C'est pour cela que le registre lui parut soudain indécent. Transformer ces pièces en ligne de transfert, c'était réduire une vie entière à une mention pratique. Un collier de perles devenait un lot. Une broche devenait un actif. Un souvenir devenait une destination. Adrien tourna d'autres pages. Entre deux fiches, il trouva une note jaunie, glissée sans numéro. L'écriture était fine, régulière. Elle ne portait pas de signature royale, seulement les initiales d'une ancienne conservatrice. Certaines choses ne brillant pas pour être vues, mais pour rappeler ce qu'il ne faut pas oublier. Il relut la phrase. Elle donnait un sens nouveau au vide devant lui. Ce n'était pas le luxe que quelqu'un avait déplacé, c'était une frontière. Tant que les objets restaient à leur place, le passé demeurait lisible. Une fois sortis de l'ombre, renommés, séparés de leur histoire, ils pouvaient être offerts au regard de n'importe qui et ne plus rien raconter de vrai. L'horloge de Windsor sonna. Adrien referma la note. Il eut l'impression que la reine défunte n'exigeait pas vengeance, mais exactitude. Et cette exigence pouvait être plus dangereuse qu'un cri. Avant que le dossier ne quitte Windsor, Adrien demanda à Maud Ellison de relire les correspondances liées au transfert privé. Maud avait servi les archives pendant 40 ans. Elle connaissait les écritures, les habitudes, les vanités des palais. Quand elle vit Dunmere House, elle ne parut pas surprise. Camilla n'était pas un nom facile à prononcer dans ces murs. Pour les uns, elle était l'épouse patiente qui avait attendu sa place dans l'ombre de Charles. Pour d'autres, elle restait la femme entrée trop tard dans une histoire pleine de fantômes. Diana habitait encore la mémoire publique. Élisabeth habitait l'institution. Entre ces deux absences, Camilla avait dû apprendre à sourire sans jamais être accueillie. Adrien le savait. Il n'aimait pas les jugements simples. La reine actuelle n'était pas seulement une silhouette dans les journaux. Elle avait vieilli sous les regards, soutenu le roi, défendu la lecture, les femmes blessées, les causes discrètes que personne n'applaudit longtemps. Mais la bonté publique n'efface pas les gestes dangereux accomplis au nom de la réparation. Le premier document, signé par son bureau, parlait d'un projet culturel, mémoire vivante de la couronne. Les mots étaient élégants, presque irréprochables. Il ne s'agissait pas de vendre, disait-on, mais de faire respirer des objets oubliés. Les bijoux d'Élisabeth devaient être présentés dans un cadre intime, devant quelques mécènes et invités choisis. C'était là que le danger commençait. Un objet royal, sorti de son registre, ne perdait pas seulement son adresse, il perdait son autorité. Dans une vitrine privée, même éclairée avec respect, le pendentif de saphir cessait d'être un témoin. Il devenait une pièce que l'on pouvait admirer, commenter, puis peut-être négocier. Le nom d'Élise Harcourt apparaissait sur plusieurs courriels. Conseillère culturelle, experte en collection, visage lisse des catalogues de prestige. Elle écrivait avec une politesse parfaite, mais chaque phrase semblait ouvrir une porte de plus. Prêt temporaire, présentation confidentielle, estimation d'assurance, consultation internationale. Maud posa le doigt sur une formule. Ici, dit-elle, on ne protège plus. On prépare. Adrien sentit le froid lui remonter dans les épaules. Camilla avait peut-être voulu reprendre place dans une mémoire qui la rejetait. Mais quelqu'un, autour d'elle, avait compris qu'un désir de reconnaissance pouvait devenir une serrure ouverte. Cette nuit-là, Adrien ne vit plus seulement une reine consort entourée de soupçons. Il vit une femme cernée par des fantômes, et derrière elle, des mains beaucoup moins sentimentales. Le scandale serait humain, parce qu'il naissait d'une blessure que le pouvoir avait laissé grandir.
Le rapport arriva à Kensington avant l'aube, dans une enveloppe sans armoirie. William le trouva sur son bureau, entre deux dossiers et une note de déplacement. Rien ne promettait un séisme. Pourtant, dès la première page, il comprit que le danger ne venait pas de l'extérieur. Il lut le nom des bijoux, les dates, les autorisations floues, puis celui de Dunmere House. Son visage ne changea pas. William avait appris très tôt que l'émotion, dans sa famille, devait souvent attendre derrière une porte fermée. Mais ses doigts se crispèrent sur le bord du papier. Depuis qu'il était prince de Galles, chaque crise semblait lui demander la même chose: protéger l'avenir sans trahir les morts. Élisabeth avait incarné le devoir pendant plus de 70 ans. Diana, sa mère, lui avait appris le prix du silence. Charles, son père, avait besoin de stabilité. Et Camilla restait une présence que le pays n'avait jamais cessé de juger. Il appela son conseiller juridique, puis demanda que personne d'autre ne soit informé. Pas encore. Une accusation lancée trop vite pouvait détruire une réputation. Une hésitation trop longue pouvait faire disparaître une preuve. Entre ces deux fautes, William sentit le poids exact de l'héritage. On lui apporta les photographies prises aux archives. Les écrins vides avaient quelque chose d'insupportable. Il ne s'agissait pas d'un coffre forcé, ni d'une vitrine brisée. C'était plus propre, plus élégant, donc plus dangereux. Quelqu'un avait déplacé la mémoire avec des tampons et des formules. William s'approcha de la fenêtre. Londres s'éveillait sous une lumière pâle. Il pensa à George, Charlotte et Louise. Un jour, eux aussi hériteraient de récits qu'ils n'avaient pas vécus. Que leur resterait-il si chaque souvenir pouvait être repris, renommé ou dissimulé selon les besoins d'un adulte blessé? Son conseiller murmura qu'il fallait préserver l'institution. William se retourna lentement. « Préserver ne veut pas dire cacher », répondit-il. « Si nous mentons pour sauver la couronne, nous ne sauvons rien. Nous apprenons seulement à nos enfants que l'histoire se plie devant la gêne. » Même ceux qui le servaient comprirent qu'il ne parlait pas seulement des bijoux. Il parlait de tout ce que sa famille avait perdu chaque fois qu'elle avait préféré le silence à la vérité. Alors William signa une demande de contrôle discret. Aucun communiqué, aucun uniforme visible. Adrien Val devait poursuivre l'enquête avec Maud Ellison et l'inspecteur Elias Rowe. Si les pièces se trouvaient bien à Dunmere, elles reviendraient à Windsor avant que leur origine ne soit effacée. Avant de refermer le dossier, William posa la main sur la photographie du pendentif de saphir. « Ce n'est pas un vol seulement, dit-il enfin. C'est une frontière que quelqu'un a franchie. » Tiens, Dunmere House apparut au bout d'une route bordée de hêtres, trop paisible pour porter un secret. La demeure n'avait rien d'une forteresse. Murs clairs, fenêtres hautes, jardin taillé avec précision. Pourtant, Adrien sentit que ce lieu avait été choisi pour cela. Ici, tout pouvait sembler respectable. Maud Ellison resta près de lui, son sac serré contre elle. L'inspecteur Elias Rowe observait les caméras sous les corniches. Il n'était pas venu en force. 3 personnes, un mandat de vérification patrimoniale et la consigne de William. Voir, consigner, récupérer si la preuve était indiscutable. Le majordome les reçut avec une courtoisie sèche. Il affirma que la maison ne contenait que des objets prêtés pour un projet culturel privé. Adrien ne répondit pas. Il suivit le couloir, où les portraits de famille alternaient avec des paysages anciens. Tout disait tradition. Rien ne disait disparition. La clé de la galerie fut apportée après 10 minutes. Ce retard suffit à confirmer les soupçons de Maud. Les maisons innocentes ouvrent vite les portes ordinaires. Les autres cherchent d'abord qui prévenir. La pièce se trouvait dans une ancienne aile de service, transformée avec un luxe silencieux. Pas de poussière, pas de carton. Des vitrines occupaient les murs. La lumière tombait sur le velours sombre, comme dans un musée, réservé à quelques initiés.
Adrien s'approcha de la première vitrine. Le pendentif de saphir était là, plus petit qu'un scandale, plus lourd qu'une accusation. L'étiquette disait « Pendentif, saphir et diamant, collection privée ». Aucune mention d'Élisabeth, aucun mot sur Philippe, aucun lien avec Windsor. Dans une autre vitrine reposait la broche de cérémonie. Plus loin, le collier de perles semblait flotter dans la lumière. Chaque cartel utilisait la même prudence. Provenance royale, préhistorique, consultation confidentielle. Des expressions polies pour rassurer les invités, assez floues pour effacer l'origine. Elias Rowe photographia tout sans parler. Maud pâlit devant un dossier posé sur une console. À l'intérieur, des formulaires d'assurance mentionnaient Genève, Monaco et une estimation par un cabinet étranger. Ce n'était plus une présentation intime, c'était le début d'un marché possible. Adrien comprit que le vol le plus grave ne consistait pas à cacher ses bijoux, il consistait à les renommer. Tant qu'un objet garde son vrai nom, il résiste encore. Quand son histoire disparaît de l'étiquette, il devient disponible pour n'importe quel récit. Au fond de la galerie, une porte s'ouvrit. Élise Harcourt entra, impeccable, un sourire mince aux lèvres. « Vous arrivez plus tôt que prévu, dit-elle. Adrien referma le dossier. « Non, répondit-il. C'est l'histoire qui arrive trop tard. » Élise Harcourt ne recula pas. Elle posa une main sur le dossier comme si ce papier lui appartenait. « Tout ceci est encadré, dit-elle. La reine a approuvé le principe d'une présentation privée. » Adrien la regarda sans hausser la voix. Une présentation n'autorise pas l'effacement d'une origine. La porte s'ouvrit une seconde fois. Camilla entra, droite, le visage fermé, suivie de 2 assistants. Dans la lumière des vitrines, elle parut moins couronnée que fatiguée. Son regard passa sur le pendentif, puis sur Adrien. « Savez-vous ce que cela fait, demanda-t-elle, d'être toujours invité dans une histoire qui ne veut pas de vous ?» Personne ne répondit. Camilla avança entre les vitrines. Ces objets dormaient. On les enfermait au nom du respect, mais on les condamnait à n'être que des reliques. Je voulais les faire parler autrement. Maud Ellison retrouva son courage. « Yé, madame, un objet ne parle pas mieux quand on lui retire son nom. » Cette phrase traversa la pièce comme une lame fine. Camilla se tourna vers elle, blessée plus que furieuse. « Vous croyez donc que je voulais voler Élisabeth ?» Adrien répondit avant que le silence ne devienne cruel. « Je crois que quelqu'un a profité de votre désir de place. Et je crois que cette galerie pouvait devenir une porte vers des mains étrangères. » Il posa le dossier de Genève devant elle. Camilla lut quelques lignes. Son visage changea à peine, mais ses doigts se crispèrent. Élise tenta d'intervenir, parlant d'assurance, de mécène, d'expertise indépendante. L'inspecteur Rowe lui demanda de se taire. Pour la première fois, le vernis de la conseillère se fendit. Au même moment, William entra sans bruit. Il ne portait aucune colère visible. C'était pire. Il avait ce calme de ceux qui savent qu'un mot de trop peut briser une famille. Camilla le vit et comprit que l'affaire n'était plus un incident de maison. « Je ne suis pas venu vous humilier, » dit William. « Je suis venu empêcher que la couronne se mente à elle-même. » Camilla détourna les yeux vers le collier de perles. Elle murmura qu'Élisabeth avait tout reçu, tout gardé, tout décidé, même morte. William répondit doucement « Elle a surtout laissé une limite. » Alors, la reine consort sembla vieillir d'un coup. Elle demanda seulement que personne ne fasse d'elle un monstre pour sauver les autres. William ne promit rien de public. Il promit l'exactitude. Les vitrines furent ouvertes. Les bijoux furent photographiés, scellés, replacés dans leurs écrins. Adrien prit le pendentif de saphir avec des gants. Dans la pierre bleue, il crut voir non pas une victoire, mais une douleur rendue à sa juste place. Aucun cri, aucun flash, aucune annonce. Fin. Seulement le bruit léger d'une clé, refermant une histoire avant qu'elle ne soit vendue. Le retour vers Windsor se fit avant l'aube,
dans une brume basse qui effaçait les phares et les visages. Il n'y eut ni escorte visible, ni sirène, ni geste spectaculaire. Seulement 3 voitures sombres, des boîtes scellées, et le silence de ceux qui savent qu'ils transportent plus qu'une preuve. Adrien garda le coffret du pendentif sur ses genoux. Il n'aurait pas su expliquer pourquoi il avait demandé à le porter lui-même. Peut-être parce qu'il l'avait trouvé absent. Peut-être parce qu'un objet volé, à sa propre histoire, devait revenir accompagné, comme un mort que l'on ramène chez lui. À l'entrée des archives, Maud Ellison les attendait déjà. Elle avait préparé le registre ancien, les fiches neuves et une lampe blanche qui ne tremblait pas. Ses mains ridées ouvrirent la page corrigée. Cette fois, aucune formule vague ne serait tolérée. Chaque pièce recevrait son nom complet, son origine, son usage, et la trace exacte de son retour. Le collier de perles fut replacé le premier, puis la broche de cérémonie. Enfin, Adrien ouvrit l'écrin du saphir. La pierre bleue capta la lumière comme si elle reconnaissait la pièce. Il la posa dans le compartiment K17. Le velours sembla reprendre sa forme autour d'elle, et le vide qui avait troublé Windsor disparut sans bruit. William se tenait à l'entrée, sans franchir le seuil. Il regardait la scène avec une gravité presque filiale. Ce n'était pas la victoire d'un prince sur une reine, ni celle d'une génération sur une autre. C'était quelque chose de plus fragile, le choix de ne pas laisser la mémoire devenir une propriété privée. Plus tard, un rapport discret fut rédigé. Il ne contenait ni accusation publique, ni phrases destinées aux journaux. On y lisait seulement « restitué à Windsor, origine confirmée, usage futur soumis à conservation royale ». Peu de mots, mais assez pour refermer une brèche. Camilla ne fut pas nommée. Élise Harcourt disparut des cercles où l'on vend l'élégance comme une vertu. À Dunmer House, les vitrines restèrent vides pendant des semaines, et ceux qui les avaient admirées n'osèrent plus demander ce qu'elles avaient contenu. Adrien, lui, reprit son poste. Sur son bureau, il trouva une enveloppe sans sceau. À l'intérieur, une simple carte portait ces mots. Devoir accompli. Mémoire préservée. W. Il la rangea près de sa médaille de service, puis retourna vers les couloirs. Car la couronne ne tient pas seulement par l'or, les pierres ou les cérémonies. Elle tient par des limites que personne ne voit, mais que certains doivent défendre quand tout le monde préfère se taire. Cette nuit-là, William ne sauva pas seulement des bijoux. Il sauva une frontière. Et parfois, dans une monarchie, une frontière vaut plus qu'une couronne.